Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth et bienvenue sur Ici Écho. La juge d'instruction française chargée de l'enquête sur le patrimoine européen du gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salemi, aurait délivré mardi passé un mandat d'arrêt international le visant après son refus de se présenter à l'interrogatoire à Paris, selon l'AFP. Son avocat a indiqué qu'il ne s'était pas présenté car sa convocation n'aurait pas été faite dans les règles. Et le gouverneur n'avait pas été notifié de la convocation par les autorités libanaises, suivant la procédure judiciaire en vigueur. Ainsi, Riyad Salemi a stigmatisé une politique de deux poids, deux mesures, en commentant la décision de la juge Aude Burézi, estimant que la juge a agi en violation des lois parce qu'elle n'a pas respecté les règles de procédure. M. Salam a annoncé qu'il compte faire appel de cette décision. D'autre part, le rapport semestriel de la Banque mondiale pour le printemps 2023, intitulé La normalisation de la crise n'est pas une voie de stabilisation, a accordé une attention particulière à l'économie de cash au Liban, qui n'est pas un facteur propice à la croissance et se trouve être le revers de la crise financière. Il a également évoqué l'importance d'un règlement global de la crise du secteur bancaire et de la création d'un nouveau modèle économique pour le Liban. Cet épisode sera consacré à l'actualité économique, aux enjeux de la relance, aux défis de la mise en œuvre des réformes, aux négociations avec le Fonds monétaire international, au budget 2023, à la restructuration du secteur bancaire, aux différents scénarios liés à la fin du mandat du gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salami, à la crise des réfugiés syriens, ainsi que d'autres dossiers avec le président de la commission parlementaire des finances et du budget, Brahim Kenan. Monsieur Kenan, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est le mien. Le dernier rapport de la Banque mondiale a bien mentionné en ce qui concerne l'économie du cash au Liban. Oui. Donc, le rapport de la Banque mondiale a mentionné que l'économie du cash est passée de 26,2% en 2021 à 45,7% en 2022. Quelles sont les retombées, les craintes? Comment s'en sortir? Et certainement, on a remplacé le secteur bancaire avec cette économie du cash. Oui, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé après 2019. La détérioration de la situation financière, l'effondrement du secteur bancaire, tout ça a contribué à ce qu'on arrive là. On doit discuter et on doit faire de la sorte qu'on sort de ce labyrinthe. Et, la restructuration du secteur bancaire est une priorité. L'accord avec le Fonds monétaire aussi est une autre priorité. La feuille de route qui doit être maintenant la feuille de route présidentielle et gouvernementale du nouveau mandat doit prendre en considération ces deux grands projets pour sortir de cette impasse. On ne peut pas recommencer ce qu'a été avant, si vous voulez, la tradition, entre guillemets, de gérer les affaires financières hors budget, hors compte public, hors constitution, hors la loi. Vous rencontrez d'une façon régulière la commission ou bien la délégation du Fonds monétaire international à Beyrouth. Vous discutez avec cette délégation. Vous êtes convaincu aujourd'hui, en 2023, après 3 ans à la grande crise, est-ce que le passage par le Fonds monétaire international est aussi inévitable? Bien sûr qu'il est inévitable, parce que la crédibilité internationale qu'on a besoin pour récupérer tout ce qui a été perdu doit passer par un visa. Ce visa, c'est le Fonds monétaire international. Donc vous voulez me dire que ce n'est pas l'argent, c'est la crédibilité? Ce n'est pas l'argent, c'est la crédibilité, sûrement. Pas à n'importe quel prix. C'est ça. Il y a des grandes lignes qu'il faut s'approfondir là-dessus. Surtout la question des dépôts. Comment faire de la sorte que cette crédibilité interne et internationale vis-à-vis des expatriés, vis-à-vis des Libanais, vis-à-vis des étrangers même, les déposants, comment faire de la sorte que cette bombe ne détruise d'une manière définitive la crédibilité au niveau bancaire, au niveau financier. Je crois que de ce que j'ai constaté
durant ma dernière visite à Washington. Et j'ai vu là-bas les responsables de la FMI, toute la délégation, inclus les responsables, les hauts responsables traitants de cette affaire, qu'il faut changer un peu d'approche. L'approche doit être, comme je l'ai décrit, au Fonds monétaire à DC. J'ai proposé une approche qui est un peu taking the good and aim for the perfect. Prendre ce qui est bien et voilà, il faut Oui. viser ce qui est mieux. Je vous donne travailler pour avoir ce qui est mieux. donne un exemple. Disons le capital control, la loi du de contrôle des capitaux. contrôle des capitaux. J'avais moi-même présenté en 2020, le 20 mai 2020, avec des collègues à moi, 2-3 collègues, Alain Aoun, Simon Abiramia, Yassine Jaber. On avait présenté un projet de loi معجل مكرر, c'est-à-dire qu'il est urgent, il ne passe pas par les commissions parlementaires, il va directement à l'Assemblée générale parce que le temps pressait et le gouvernement, dans le temps diable, n'avait pas réussi à prendre les mesures nécessaires pour arrêter cette affaire de capitaux, de ne pas sortir du Liban. Alors, on avait pris l'initiative nous-mêmes et l'Assemblée générale a retourné cette loi à cause d'une réponse réenvoyée par le Fonds monétaire. D'une réponse envoyée par le Fonds monétaire, 8 pages contenant des remarques là. Alors j'avais dit au Fonds monétaire, aux responsables là-bas, aux États-Unis, que si on avait accepté ce projet et travaillé à l'élaborer ou à peut-être développer dans les mois qui suivraient, on aurait eu une loi et cette loi aurait pu être la solution et peut-être on aurait, je ne sais pas combien de fonds on aurait pu préserver au Liban. Mais ça doit être dans les milliards de dollars. Mais aujourd'hui, les négociations avec le Fonds monétaire international sont gelées. Pourquoi? De 1. Et de 2, pourquoi les réformes jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été mises en place au Liban? Là, on parle beaucoup de réformes, parce que c'est une définition réforme. L'électricité, la contrebande, le secteur public. Le secteur public, si je vais parler simplement de ce qu'on a fait au Parlement et à la Commission des finances. Secteur public, on a fait durant 8 mois une investigation dans les différents ministères et institutions publiques. Vous avez eu des résultats, vous avez des résultats de 32 000 emplois qui n'étaient pas réguliers. Et on avait envoyé à la Cour des comptes. Mais pas de décision prise à ce niveau. La Cour des comptes n'a pas pris de décision jusqu'à maintenant, depuis 2019. On a même travaillé sur un audit sur les finances de l'État. Et on a trouvé 27 milliards de dollars qui sont, je ne sais pas où. Et on a envoyé le résultat. Mais personne ne nous a répondu. Et encore, c'est toujours dans la Cour des comptes. Il y a beaucoup de réformes qui ont été définies, qui ont été travaillées, qui ont été planifiées. Mais pas mises en place. Là, le problème de l'exécutif et du judiciaire. Mais c'est ça. L'exécutif, c'est la politique. Et le judiciaire, désormais, est devenu aussi influencé par la politique et influencé par tout ce que vous voulez, qui n'a rien à voir avec les normes et les critères acceptables. Alors, à mon avis, ce n'est pas les projets de réforme et même le travail de contrôle parlementaire qui manque. Ce qui manque, c'est un exécutif qui respecte la loi, qui a une vision assez claire à exécuter ces réformes et non des slogans populistes, et un judiciaire qui est indépendant. Qui ne veut pas mettre en place ces réformes-là? N'importe quelle personne ou quel parti qui a profité et qui pense à encore profiter désormais, hélas, après tout ce qui s'est passé. Certainement, l'une des réformes nécessaires, c'est la restructuration du secteur bancaire aujourd'hui. Oui. Restructuration veut dire remettre en question
l'histoire des dettes et des pertes. Donc, vous avez travaillé sur ce dossier pour des années, depuis 2019. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons un projet de loi en ce qui concerne la restructuration du secteur bancaire. L'histoire des dettes reste pas claire jusqu'à aujourd'hui. Comment faire? Écoutez, les dettes sont claires. Il y a les dettes. Vous appelez ça dette ou perte? Dettes. Parce que doit être on ne peut remboursé. pas, si on veut respecter la loi, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait faillite, si vous voulez, légalement. Allah, si vous voulez, sur le plan pratique, il y a une grande faillite. Parce que sur le plan légal, on est toujours en train de travailler ou l'État est en train de travailler fictivement sur une restructuration ou une présentation quelconque de distribution, ou bien des dettes, ou bien, si on veut l'appeler, des pertes. Parce, si on va au-delà, quelles sont les normes? Suivant quels critères? C'est là l'importance. Est-ce qu'on a vu n'importe où dans le monde, prenons les États-Unis, prenons la Suisse, ce qui s'est passé dernièrement là-bas, la Silicon Valley Bank et même les autres banques américaines, et le Crédit Suisse, avec tout ce qui s'est passé, et l'intervention de la Banque centrale et l'UBS, l'autre grande banque suisse. On voit que l'intérêt national dans ces pays-là était de sauvegarder les dépôts. Les dépôts et les déposants, certainement. On a fait 3 jours comme une course contre la montre, vendredi jusqu'à lundi aux États-Unis, pour pouvoir annoncer dans 3 jours que tous les dépôts sont garantis. 167 milliards de dollars ont été garantis dans 3 jours pour ne pas aboutir à ce qu'on appelle collapse total. On va passer à une crise mondiale du aussi. secteur bancaire, une crise mondiale, et l'économie et tout ça. C'est la même chose, c'est suivant la même manière que le problème bancaire en Suisse a été traité. Mais 50 milliards comment réassurer le déposant libanais? 50 milliards de francs suisses Oui. ont été, c'était la Ils ont les moyens. contribution de la Banque centrale. Indépendamment des moyens, il y a un principe. Il ne fallait pas passer outre le problème des dépôts au Liban. Il ne fallait pas considérer que les dépôts sont devenus des pertes et décrire les dépôts comme pertes. Et Ça, c'était l'approche du gouvernement Miati. C'était Du l'approche plan du gouvernement Hassan Diab et du C'est pas gouvernement l'approche Miati. du gouvernement Miati ou Diab, c'était l'approche qui a été prise de l'exécutif libanais dans n'importe quelle circonstance, et que maintenant on voit que ce n'est pas une... Vous avez refusé cette approche. En tant que parlementaire, on avait refusé, si vous voulez, La façon de traiter. ce principe. On a travaillé à développer. On n'a pas refusé et arrêté. Non, on n'a pas rejeté le plan, pas du tout. On considère que ce plan est essentiel pour le Liban, que ce soit le plan Diab ou le plan Mikati, mais il fallait... Mais comment traiter avec les déposants? Il fallait traiter la question des dépôts. Dans les détails, on n'est pas entré dans les détails parce que le projet n'a pas été transféré au Parlement. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il faut passer obligatoirement, il y a un passage obligé qui est la façon dont on doit traiter de ces dépôts. Ce n'est pas simplement pour l'intérêt des déposants qui est assez important, mais c'est l'intérêt du système en tant que tel, c'est l'intérêt de l'économie, de la confiance que les Libanais ont besoin, que le secteur bancaire a besoin, si jamais il y aurait un jour, et je crois qu'il y aurait un jour une relance. En ce qui concerne la restructuration des banques, aussi nous avons devant nous un projet de loi. Vous dites quoi de ce projet de loi? Vous êtes certainement au courant des détails. Non, je suis au courant. On a été notifié par le gouvernement et le FMI depuis quelques semaines qu'ils sont en train de renégocier, si vous voulez. Ils ont des remarques. Ils sont pas simplement des remarques, mais ils sont en train de renégocier quelques points dans ce projet, ce qui fait qu'il n'est plus au Parlement pour le moment. Il est dans les mains du gouvernement et du Fonds monétaire international. Ils sont en train de renégocier quelques aspects. Mais en général, il faut une restructuration objective, il faut une restructuration basée sur aussi
un audit qui doit être fait au niveau du secteur bancaire. La commission de contrôle des banques n'a pas encore terminé son travail. Elle travaille sur 14 banques, comme j'ai su récemment. Et elle est en train toujours de compléter son travail. À mon avis, il fallait faire ce travail depuis 3 ans. Il fallait finir avec l'évaluation des pertes, l'évaluation des dettes, l'évaluation des capitaux, l'évaluation de l'actif du secteur bancaire. Aussi, l'évaluation de l'actif de l'État, le passif de l'État et tout ça. On ne peut pas entrer dans cette phase qui est une phase de relancement, de recouvrement, sans avoir une idée assez claire de ce qu'on a au niveau privé, il y a le secteur bancaire, comme bien même au niveau public, il y a l'État. C'est assez important pour pouvoir négocier avec les créditeurs, avec les déposants et avec les instances. Mais vous dites, avant internationales. tout ça, il faut élire un président de la République, ce qui est une nécessité Pas avant tout primordiale. ça. En parallèle, il faut travailler pour préparer ces dossiers. Ces dossiers doivent être préparés et bien déterminés. Mais l'élection présidentielle est assez importante pour pouvoir concrétiser. Parce que sans un gouvernement, qui est un nouveau gouvernement et un nouveau président, qui va exécuter? Où sont les décisions exécutoires? Où sont les mesures qui doivent être prises au niveau de la concrétisation? Comment faire pour relancer la feuille de route de réforme, tout ce cas? Il faut un président, parce que le président, en fin de compte, c'est la porte constitutionnelle pour rétablir une certaine stabilité au niveau des institutions de l'État. Vous êtes pour un nouveau modèle économique pour le Liban? On peut discuter d'un nouveau... Sûrement, basé sur quoi? Sûrement, je ne suis pas pour un nouveau système ou modèle économique qui est contre la liberté des capitaux, le système, si vous voulez, libre qu'on a maintenant. Mais il faut développer la politique, si vous voulez. Il faut changer les politiques économiques. Et ce qui s'est passé auparavant était vraiment, au niveau du gouvernement et au niveau de la Banque centrale, catastrophique. Au niveau d'une vision qui est claire, une vision qui est... Mais on n'avait jamais une vision économique qui a été présentée par le gouvernement depuis, disons, depuis 1995. Et c'est ça la catastrophe, parce qu'il y avait des décisions qui ont été prises qu'on peut, si vous voulez, qu'on peut dire qu'ils reflétaient une certaine politique économique qui n'était pas saine. On a travaillé à cacher durant des années et des années tous les maux et tous les irrégularités, et même, je dirais même plus, toute la corruption qui était vraiment enracinée dans les institutions publiques. Nous savons très bien que dans la Commission parlementaire des finances et du budget, vous travaillez depuis des années pour avoir des budgets à temps. Quelles sont les retombées négatives de continuer à dépenser sur la base de la règle du 12e provisoire et à l'absence certainement du budget de 2023? En 2 mots, c'est ouvrir la porte à toute la corruption qu'on a vue, à toute la discrétion, le pouvoir discrétionnaire. Mais ça, c'était contre qu'on a eu. On était contre. C'est pour ça qu'on était contre la Commission des finances. Mais jusqu'à aujourd'hui, on continue à dépenser selon cette loi-là. J'ai fait moi-même le livre en 2013 du quitus impossible. Le quitus impossible, c'était le quitus de l'État libanais qui était impossible. On ne peut pas donner un quitus à n'importe quel gouvernement qui a passé depuis 1990 jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé hors budget, ils ont travaillé hors compte public audité par la Cour des comptes. Ils ont travaillé c'est ce qui a enrichi contre la toutes corruption. les règles, contre Akid. Ça va sans dire. Et c'est pour ça qu'il faut changer cette politique. Ce n'est pas les lois, j'ai dit, même au Fonds monétaire international. Ce n'est pas même quel budget, ce n'est pas même quelle loi, ce n'est pas même une nouvelle loi. C'est respecter la loi et avoir un judiciaire indépendant qui peut prendre des décisions. Mais un budget qui fait partie d'une vision. Bien sûr, il faut une vision économique avant de faire un budget. Le budget reflète une vision économique, ce qu'on n'a pas eu. Ce qu'on n'avait jamais. C'est pour ça que, quand j'ai dit il faut un président avec une vision,
un président avec une vision, avec un gouvernement homogène qui peut prendre des décisions. C'est ce que le Liban a besoin beaucoup plus Monsieur Kanaan, vous que travaillez toutes les lois qu'on est Ouais. en train de Vous parler. travaillez les finances J'ai même publiques. dit à nos collègues, les gens avec lesquels on négocie, Fonds monétaire, Banque mondiale, qu'on peut maintenant voter 2-3 nouvelles lois. Check. Et on peut les mettre sur la liste des lois qui n'ont pas été respectées. Il y a 87 lois financières au Liban, Qui n'ont pas constitutionnelles et ordinaires, qui n'ont pas été respectées, que ce soit 90. C'est comme ça que si vous voulez, que cet establishment politique travaille. Alors il faut les secouer, et les secouer pas avec des deals qu'on voit ici et par là au niveau international. Il faut les secouer avec des réformes qui sont vraiment le travail des Libanais, mais qui est aussi supporté par, ou encouragé, ou même relancé par la communauté internationale. Ça fait des années que vous travaillez les finances publiques. Comment accepter une augmentation, ou bien certainement l'augmentation des salaires du public est nécessaire durant la phase ou bien durant la crise avec une inflation qui dépasse les 3 chiffres. Mais comment accepter une augmentation des salaires qui sera certainement financée par la Banque centrale, qui est obligée d'imprimer plus de monnaie, donc à effet inflationniste, pour dire que seulement voilà, on est là à augmenter les salaires, mais à quel prix, à quel coût? C'est la manque de vision. C'est pour ça qu'on a travaillé sur la restructuration du cadre public, du secteur public. Ben, on a travaillé sur ça. La choix maintenant. Pourquoi on a fait cette investigation? Donc vous n'étiez pas avec l'augmentation des salaires là, de la façon... sans réforme, non. Si vous avez lu mon projet qui a été rejeté par l'Assemblée générale, là, il y a une perception, il y a une perception que c'est la Commission des finances qui a, ou c'est Brahim Kanaan et la Commission des finances qui ont accepté l'augmentation, qui ont travaillé sur ça. Ce n'est pas vrai. Notre projet à nous, et mon projet à moi a été refusé en 2013. Parce que on a refusé. Pourquoi on l'a refusé? Parce qu'on a lié toute augmentation des salaires avec quoi? Des réformes. Les réformes. Du secteur public. Du secteur public. Et sans réforme du secteur public, il n'y avait pas, dans notre étude à nous et nos findings et nos conclusions, il ne fallait pas faire une augmentation. Alors on a refusé dans le temps tout le projet. On a fait une autre commission qui n'est pas la commission des finances, qui a été présidée par un autre député, qui a travaillé pendant 2 ans pour aboutir à la même conclusion, qui a été encore une fois refusée, et on a été imposé au Parlement, et là ils ont imposé via l'exécutif à une certaine période avant les élections législatives, et ils ont imposé si vous voulez, une augmentation sans réforme que j'avais moi-même voté contre. Parce qu'on n'a pas vu ça. Mais pour le gouvernement et pour le ministère des Finances, ils sont convaincus que cette augmentation sera financée par le dollar douanien, par des taxes. Parce qu'ils travaillent sans vision. Une nouvelle imposition. Ils ne sont pas des visionnaires. C'est des gens qui sont en train de faire... Donc vous voulez me dire quoi? Que cette augmentation va aboutir à quoi? Écoutez, on ne peut pas travailler avec la logique des comptables. Le comptable est essentiel. Ce n'est pas lui qui peut te donner une vision de ta compagnie, de ta société, de l'économie. Il faut des visionnaires, des économistes, des gens qui pensent au-delà de l'acte. Au-delà de l'acte et les conséquences de cet acte. C'est pour ça qu'il faut un package. Il faut commencer à séparer l'intérêt personnel de l'intérêt public. Heidi, ça va sans dire. Je vais beaucoup plus. Il faut faire un plan économique pour le Liban, un plan de redressement au Liban. C'est pour ça qu'on doit sortir des solutions partielles qui ne sont pas des solutions, mais c'est des actes qui sont en train de nous draguer encore plus et plus dans ce tunnel noir. Le président Michel Aoun a été président durant les 6 dernières années. Pour lui et pour vous et pour tout le monde, la contrebande au Liban vers la Syrie est un problème majeur. Pourquoi on n'a rien fait pour combattre et mettre fin à cette contrebande? Dire qu'on n'a rien fait, c'est un peu peut-être
يعني Donc, unfair, يعني c'est pas juste. c'est pas juste, vous considérez ça? أنا je crois qu'il y a des gens qui sont de bonne foi qui ont essayé de faire quelque chose. Ben, soyons francs. Est-ce que la question de contrebande et toutes les Quand dire contrebande, c'est subvention, c'est ce qui a été voté par les gouvernements, etc. كل هيدا et même الحدود Les frontières. les frontières. Est-ce que c'est une question hélas libanaise هلا c'est l'autorité libanaise qui peut. Donc vous voulez me dire que les autorités libanaises ne peuvent pas contrôler les frontières? Soyons francs. Ils doivent mais ils prendre peuvent cette pas. décision. Ben, soyons francs. À mon avis, on a passé par des périodes au Liban et on est en train toujours de passer. Peut-être maintenant, cette pression a diminué un peu, cette influence régionale de la Syrie, de tout, d'Israël, de l'Iran, de l'Arabie. Il y avait un faisceau de, si vous voulez, de facteurs qui était en train de se développer au Liban. La question même interne dans les relations entre les partis politiques au Liban, que ce soit Hezbollah, que ce soit le parti de Futur qui était avant beaucoup plus actif que maintenant, la question des déplacés syriens, comment on a travaillé sur cette, si vous voulez, sur ce sujet en 2011, comment on a été considéré comme des racistes quand on a parlé de limiter les frontières et de fermer les frontières pour ne pas aboutir à peu près 1,5 million, 2 millions de déplacés syriens. Alors, cette vision n'existait pas, mais ce qui est le plus dangereux, il n'y avait pas pratiquement un exécutif homogène et des moyens vraiment pour imposer cette... Ça nous a coûté des milliards de dollars. Qui en est responsable des subventions qui ont été payées pour toute personne et tout parti politique qui n'a pas vu dans le temps l'intérêt général et l'intérêt national beaucoup plus que l'intérêt du parti ou de la communauté dont il est membre. Et les personnes qui ont profité de l'économie parallèle aussi. Bien sûr. Ce sont des partis politiques. L'économie parallèle, c'est un monde... c'est un monde vraiment indépendant. C'est des comment États dans évaluez-vous l'intérieur la performance et les approches du gouvernement Miati au niveau économique, financier? Je crois que le gouvernement a été paralysé dès le premier jour. Il n'y avait pas vraiment de possibilités ou même les moyens peut-être de faire plus. Là, on a vu qu'on a passé d'un problème, les élections législatives et tout le découlement et les conséquences, et après le vide présidentiel. Il n'y avait pas vraiment, c'était comme un gouvernement qui était en train de gérer les crises successives au lieu de planifier vraiment quelque chose de solide pour le Liban. Je passe directement au dossier des réfugiés. Lors de la conférence préparatoire du Conseil économique et social ministériel au sommet arabe à Jeddah, le ministre sortant de l'économie, Amin Salam, a plaidé pour le retour rapide et sûr des réfugiés syriens accueillis par le Liban. Pour vous, la situation est existentielle et non politique. Oui. La communauté internationale est responsable. Sûrement. Donc, il faut la rendre responsable. C'est un problème. Et comment la rendre responsable? C'est par un travail politique qui est unifié, c'est par un travail assidu qui n'est pas saisonnier, c'est par une conviction qui doit être une conviction nationale, un lobbying au niveau international sans arrêt, et avec les alliés, si jamais on a encore des alliés. Au niveau régional, vous voulez me dire? Régional ou même international. Qui a coupé ces relations avec on aura toujours des gens affichés ou des États affichés comme alliés du Liban. La priorité, moi-même j'ai travaillé pendant 15 ans à l'extérieur du Liban. J'étais en exil à Londres durant l'occupation syrienne. Et j'ai travaillé avec, si vous voulez, des instances internationales, européennes, britanniques, tout ce que vous voulez. Mettre un sujet ou une cause dans la liste de priorités d'un État ou même d'une communauté internationale est un travail assez important, assez professionnel,
يعني vraiment un travail يعني qui est يعني sévère au niveau du temps qu'il impose, des sacrifices parfois qu'il faut faire. Il est essentiel. Est-ce que vraiment on a une machine diplomatique, politique, tout ce que tu veux, qui est en train de faire ce travail, ou bien on a des positions éparpillées par-ci et par-là? Vous rendez responsable le ministère des Affaires étrangères? Non, pas le ministère. Le ministère, c'est une partie qui est assez... une partie d'un gouvernement. C'est le gouvernement. C'est les gouvernements successifs depuis 2011. Mais c'était le travail aussi du président. Le président, il fait partie, parce qu'il a travaillé, le président. Il est allé aux États-Unis, aux Nations Unies, il a fait une... Il a plaidé pour le Liban. Qui est contre le retour des Je ne vais pas parler qui est contre maintenant. Qui profite? Anna, je vais te dire une chose. Les gouvernements incluent tous les partis politiques qui ne se sont pas mis d'accord et unifiés avec une politique qui est bien étudiée, avec un lobbying qui ne s'arrête pas sur la question des déplacés, ont ouvert les frontières de la manière qui a été faite, sont responsables. أكيد. بس هلا خلينا كمان dans ce problème, on a une tendance à travailler simplement sur la responsabilité, oublier comment sortir de cette impasse. Répondez-moi. Comment sortir? Il faut passer à l'action. Il faut unifier les rangs. Il faut élire un président. Il faut avoir un gouvernement homogène. Et dans une des premières... Un président qui est prêt à négocier avec les Syriens directement? Mais pourquoi pas? Je négocie avec le diable. Je vais finir avec cette impasse qui est en train de me coûter des milliards et des milliards de dollars chaque année. Et mon Liban et ma patrie est en train de... on risque l'élimination du Liban. Vous dites aussi que l'histoire des réfugiés au Liban, on ne peut pas construire un État sans le retour de ces réfugiés en Syrie. Alors, on peut construire un État, mais un État qui ne peut pas être... qui n'existe pas fortement. Vous avez rendu aussi responsable la communauté internationale de ce dossier. Parce que le problème, en fin de compte, c'est un problème international. La guerre en Syrie, il s'est avéré... Ils nous ont dit, laissez-les chez vous et prenez de l'argent. Et on vend notre pays, on le vend pourquoi? Pour quelques dollars. Et après, où on va les dépenser? En exil. Et voilà. Je passe à la Banque centrale, la période de l'après-Salam. Et quel est votre avis sur le sujet? Et quels sont les scénarios prévus? L'après-Salam doit être un nouveau gouverneur. Quels sont les scénarios? Une nouvelle politique. Les scénarios, vous les savez. Ou bien désigner un gouverneur maintenant, alors que c'est impossible parce qu'il n'y a pas de président et on n'a pas de gouvernement. Passer au vice-gouverneur ou le député, ou bien on dit le vice-gouverneur, et on prend... Au numéro 1. Au numéro 1, comme ça on prendrait, si vous voulez, ce sera une étape entendons-nous, précaire et comme un bridge pour sortir de l'impasse, parce qu'il faut à tout prix... Et quel est l'impact du vide? L'impact du vide est catastrophique. On ne peut pas, au niveau international, quand bien même au niveau local, il ne faut pas arriver au vide. Le vide n'est pas une option. Il y aura quelqu'un, que ce soit un nouveau gouverneur ou le remplaçant du gouverneur qui est le numéro 1 après le gouverneur, le vice-gouverneur. Comment reprendre la route vers la relance, vous pensez? La route vers la relance, il faut faire de la sorte qu'il y a une vision, comme j'ai maintenant décrit, avec un nouveau président, un nouveau gouvernement homogène, avec ces deux-là. Et avant, peut-être, et c'est ça, peut-être que ça doit être un peu le nouveau dans ce que je suis en train de dire. Qu'un président sans une vision qui est acceptée, nationale, avec des priorités, une feuille de route, shortlist, qui est acceptée au niveau intérieur et local et international, il ne peut rien faire. Aller dire aux gens que
voilà, tout va On être... a un président, Voilà tout un va président, bien. tout va bien, on a élu On a monsieur repris, Untel, on a repris la route on a vers la repris. relance. Ça, c'est vraiment la politique traditionnelle libanaise qui n'aboutit à rien en fin de compte et continue avec la même affaire jusqu'à la destruction totale. Vous avez de l'État. mentionné feuille de route. Il faut une feuille de route. Quels sont Elle les est piliers, beaucoup plus les principaux importante, axes elle est et beaucoup piliers? plus importante Oui. que l'élection d'un président. Très bien. Feuille de route. Mm. Quels sont les piliers, les principaux axes de cette feuille La de route? vision économique, les réformes au niveau financier, les réformes au niveau de l'État. Les relations avec l'extérieur. Des relations avec l'extérieur, avec les pays arabes, avec les pays du Golfe, tout ça, c'est important. La restructuration des banques, la restructuration du secteur public et des dettes, de la dette publique, tout ça, si vous voulez, c'est une vision et la question des déplacés syriens. C'est ça, c'est ces 6 points, à mon avis, qui sont Avec essentiels. l'électricité, certainement. Acquis de l'électricité, ça va sans dire, parce que primordial. l'électricité, elle vient aussi sous l'égide des réformes économiques que j'ai mentionnées, parce que c'est une affaire économique en fin de compte. On ne peut pas payer 2 milliards de dollars chaque année pour couvrir le déficit de l'électricité. Est-ce que vous pensez que le Liban a aujourd'hui besoin d'un nouveau pacte socio-économique entre citoyens et Bala citoyens? man kabir, yani. À mon avis, pour le moment, À long terme. le Liban, à long terme, tout est à discuter, tout peut être discuté. Parce que sortons de l'impasse, sortons de la crise qui peut nous détruire, qui peut nous éliminer de l'échiquier régional et international, et même si vous voulez, de l'existence. Vous avez mentionné le régional, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Quelles sont les conséquences économiques au niveau? On va voir. Parce que qui peut me dire maintenant quel est le détail de ce rapprochement? J'ai été à Washington et j'ai vu les responsables américains à un niveau assez important. Au Treasury, au State Department, à la FMI. J'ai passé à la Maison-Blanche. Et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, cette convention, ce rapprochement, là, nous avons fait la convention au Lachi, la vision vis-à-vis de Liban n'est pas claire. C'est le moins que je puisse dire. Le Liban, donc il faut attendre. Il faut exister. Il ne faut pas attendre. Ouais. Attendre, c'est un kill. Ouais. Il ne faut pas être dans le gris. Il faut faire notre travail. Il faut exister. Et il faut dire que voilà, on est là. Et il faut taper sur les portes. Ah, écoutez, on est là. Et voilà, on ne va pas accepter tout ce que vous voulez. On est unifiés. Et voilà nos solutions. Et voilà notre feuille de route. Et il faut faire le lobbying sur la base d'une feuille de route unifiée et non sur la base de délégations éparpillées par-ci, par-là, par des partis politiques et un gouvernement qui n'existe pas. Ma dernière question que je pose à tous toutes mes invités, la toute première étape, le tout premier pas vers un Liban meilleur, c'est où et c'est vers où? La toute? La toute première étape, le tout premier pas vers un Liban meilleur. Ça commence d'où? C'est par où? Ça commence par une position unifiée nationale, une vision nationale unifiée sur quelques points que j'ai décrits dans cette intervention, et l'élection, en parallèle, l'élection d'un président qui reflète, si vous voulez, cette feuille de route et cette position unifiée. On passe vraiment du temps. Brahim Kanaan, vous êtes le président de la Commission parlementaire des finances et du budget. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Et voilà, vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission et de toutes nos émissions sur nos réseaux sociaux. Au revoir.